Bien prendre des questions. J'espère qu'il y a des fédéralistes dans la salle qui sont venus ici pour se faire convertir. Oui. J'ai une question, moi, par rapport justement, on a beaucoup de pistes pour convaincre les fédéralistes. Est-ce qu'on peut, à l'évidence, on ne peut pas faire la souveraineté sans l'apport des fédéralistes? Parce qu'à 50-50, comme ça, il faut aller chercher. Puis en plus, dans les fédéralistes, je ne sais pas ce qu'il y en a au niveau des plus jeunes qui ne votent pas trop, mais chez les boomers, ils sont aphasiques, ils sont confortablement engourdis, ils ont leur pension, pas la cotisation est terminée, la prestation est terminée. Comment convaincre ces gens-là qui peuvent dire, bon, ben là, j'ai une pension qui vient là, à gauche, à droite, mon double dipping, ensuite, le fait qu'il y a encore des menaces qui fonctionne encore, mais genre comme une période d'instabilité qui va s'installer, puis là, moi, mes 5 prochaines années sont importantes, je suis encore autonome, je veux faire des choses, j'approche de 70. Comment convaincre ces gens-là de dire, bon, ben, allez voter, puis dire, c'est pas juste une option, mais c'est la marche à suivre, c'est la bonne démarche pour devenir autonome, puis le faire quand tu es rendu à 60 ans. Tout ton avenir, il en reste plus. Tu as plus de véhicules que le futur. Comment dire, hein, ça va me donner encore la petite étincelle que j'avais dans les années 80 qui va peut-être donner un meilleur futur pour les suivants? Bien, en fait, les gens qui approchent de la retraite ou qui sont à la retraite, ou même, je vais mettre dans le même aspect d'analyse, disons, toutes les communautés qui ne sont pas naturellement portées vers la souveraineté, en fait, ou de façon moins enthousiaste. Donc, par exemple, les communautés culturelles, les immigrants, en général, sont moins favorables à la souveraineté que les Québécois francophones qui entendent parler de ça depuis qu'ils sont nés ici. Et les gens à la retraite, mais ce qu'il faut leur expliquer aux gens à la retraite, c'est qu'il y a un problème démographique que le Québec va avoir à régler. Comme toutes les sociétés occidentales, encore une fois, on n'est pas pire que les autres, on est juste dans le même bateau puis il faut régler nos problèmes. La question, c'est est-ce qu'on va les régler nous-mêmes ou on va laisser quelqu'un les régler pour nous. Mais bref, ceux qui sont à la retraite et qui se soucient de la capacité des travailleurs trop peu nombreux de payer leur retraite, s'ils savent que dans un pays souverain, on va être plus prospère et que ces gens-là vont être plus productifs et qu'il va y avoir plus de richesses, incluant pour payer leur retraite, moi je trouve que c'est un très bon argument pour dire aux gens à la retraite, il faut que le Québec soit souverain. Parce que le problème démographique, là, la solution à ça, c'est la productivité. C'est pas de doubler la population artificiellement d'un coup. Évidemment, l'immigration est bienvenue pour la main-d'œuvre et tout ça, mais la productivité est la clé de ça. Et la souveraineté, comme je vous le disais tantôt, sur le plan économique, va nous amener à faire des investissements dans nos secteurs stratégiques. On va développer notre secteur forestier qui est bourré d'avenir, mais qui manque d'investissement, parce que le fédéral va dans l'automobile. On va développer notre aéronautique qui pourrait inventer l'avion vert qui consomme moins, mais qui n'est pas développé pour l'instant, parce que le fédéral investit notre argent ailleurs. Donc tous ces investissements-là faits chez nous amèneraient des millions et des milliards de plus dans l'économie. Et ça ferait en sorte qu'on aurait encore plus de moyens de payer tout ce que les retraités attendent de recevoir, s'attendent à recevoir. Et je reviens aux communautés culturelles, qui sont un peu aussi des communautés un peu moins, disons, portées vers la souveraineté, parce qu'ils arrivent dans un nouveau pays qui, pour eux, est le Canada. Bien, ces communautés-là devraient être très enthousiastes face au projet souverainiste, parce que ces communautés-là aussi vont vivre avec nous. Donc, on est tous des Québécois. Là, j'espère que le débat est réglé là-dessus. On est tous des Québécois quand on vit au Québec. Mais tout le monde va être plus prospère si le Québec est plus prospère. Donc, tout le monde devrait vouloir faire ce projet-là. Et récemment, j'étais devant un groupe d'étudiants, justement, nouvellement arrivés en francisation. Et quand je leur disais qu'ils pourraient passer du statut de nouvel arrivant au statut de cofondateur d'un pays, c'était quand même quelque chose qui les rejoignait, puis ils réalisaient qu'ils peuvent participer à ce projet-là. Puis c'est vrai. Il faut que tout le monde contribue à ça, y compris ceux qui sont moins naturellement portés vers la chose. Un Québec plus prospère va aider tout le monde au Québec, pas simplement les gens qui sont souverainistes depuis 20 ans, mais tous ceux qui même sont peut-être contre pour des raisons économiques faussement crues. Mais il faut aller rejoindre tout le monde. Et vous parlez des gens retraités, quelle que soit la génération, moi je pense qu'on peut aller chercher une majorité de oui pour la souveraineté. Vous savez que les gens un peu plus âgés, ce sont ceux qui ont élu René Lévesque en 1976. Donc c'est les premiers qui ont eu le courage de mettre un gouvernement souverainiste en place. Ce pas des gens qui sont complètement détachés de ça. Et on dit souvent que les jeunes sont moins attachés à la souveraineté. C'est pas ce que je vois du tout. Je me suis promené pas mal depuis que je suis député. J'ai rencontré beaucoup de jeunes. Et je peux vous dire qu'ils sont très, très, très politisés, très informés. Ils sont très souverainistes. Quand on en parle un peu, ils réalisent totalement que tout ce qui leur tient à cœur, mondialisation, environnement, etc., ça fait en sorte que le Québec doit être souverain au plus vite pour qu'on s'en tire mieux dans ce contexte-là. Donc, dans chaque tranche d'âge, moi, je pense qu'on peut aller chercher une majorité de oui.
si on fait bien notre travail. Mais ça, c'est notre travail à nous. Il faut le faire correctement. Oui, monsieur. Quels sont les éléments de Option nationale qui se distinguent du Parti québécois pour faire la souveraineté? Ben, si ça revient à la clarté du message dont je vous parlais, au Parti québécois, quand on dit élisez-nous et si le moment est opportun, il faut la souveraineté, c'est un peu comme laisser entendre que c'est pas tellement nécessaire et urgent de la faire, même si on dit ça au début de la phrase. Chez Option nationale, ce serait très clair, on aurait par mandat électoral la responsabilité d'aller chercher ce que j'appelle notre LI, faire notre LI, LIT, loi, impôt, traité. Donc, par mandat électoral, on fait en sorte que toutes les taxes, toutes les contributions, tous les impôts payés sur le territoire du Québec soient gérés par le Québec, comme dans toute bonne démocratie. C'est le gouvernement qu'on élit qui gère nos impôts. Les lois, on l'a vu récemment avec le Bill C-10, il y a des lois criminelles qui nous sont imposées contre notre gré, donc on irait chercher ça par mandat électoral, le fait que toutes les lois qui s'appliquent aux citoyens du Québec soient décidées par le Parlement du Québec. Et en ce qui a trait aux traités internationaux, on l'a vu récemment, le Canada a déchiré Kyoto, c'était une honte internationale, le Québec est inclus là-dedans d'office parce qu'on est Canadien. Donc sur le plan des traités, le Québec aurait le plein contrôle de ce qui signe et de ce qui s'applique à lui par la suite. Autre exemple, l'accord de libre-échange Canada-Europe en ce moment est négocié en notre nom par le fédéral sans qu'on ait un mot à dire et on va être lié par ça envers l'Europe. Donc ça serait par mandat électoral. Et il y aurait aussi ensuite une constitution qui serait écrite pour le Québec, qui n'a toujours pas de constitution. Vous savez qu'on n'a jamais accepté les constitutions que le Canada nous a imposées. Même les premiers ministres fédéralistes du Québec n'ont jamais accepté de signer. Bourassa et Charest, par exemple. On l'espère pas, M. Legault, bientôt. Donc, cette constitution-là du Québec, dont on se doterait enfin, aurait des valeurs de base, évidemment, qui seraient établies, l'égalité homme-femme, laïcité des institutions, etc., droit des personnes aînées, etc., et il y aurait une déclaration de souveraineté là-dedans qui serait entérinée par le peuple, par une consultation populaire, un référendum. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, je pense que ce serait légitime, un vote du Parlement majoritaire de faire la souveraineté, mais il faut qu'on soit plus démocrate que ceux qui nous ont imposé ça pour entrer dans le Canada. Donc, il faut qu'il y ait une consultation populaire par le biais d'un référendum sur cette constitution-là. Donc, il y a 3 choses qu'on ferait par mandat électoral. En fait, il y a plein de choses qu'on ferait si vous lisez la plateforme d'Option nationale, optionnationale.org. Vous allez voir qu'il y a des propositions très, très intéressantes là-dedans, mais les 3 choses, souverainistes qui sont dans l'article 1 qu'on ferait par mandat électoral, c'est le LI du Québec, loi, impôt, traité, et par la suite, il y aurait cette constitution qui serait acceptée par référendum. Donc, il n'y aurait pas de doute quand on vote sur l'option nationale qu'on enclencherait les choses qu'il faut pour que le Québec devienne un pays, parce que pour nous, le moment opportun, c'est maintenant. Oui. En fait, j'avais vraiment une question qui m'intrigue, c'est au niveau de la banque et de la monnaie. Oui. Parce qu'il faut savoir que si vous voulez devenir un nouveau pays, il vous faut une banque centrale, on est d'accord? Pas obligatoirement. Pas obligatoirement? Vous allez faire comment? Vous allez garder le dollar canadien? Parce qu'il me semble que la monnaie, c'est quand même une part importante de l'identité culturelle. Actuellement, le Québec, comme province du Canada, n'a absolument rien à dire sur la politique monétaire canadienne, déjà, qui s'applique à lui. Et c'est toujours l'Ontario et de plus en plus l'Ouest qui dicte la doctrine économique du Canada. Donc actuellement, le Québec n'a absolument rien à dire sur sa politique monétaire. Si on conservait le dollar canadien, on ne perdrait rien. Parce qu'on serait dans la même situation où la politique monétaire est dictée par quelqu'un d'autre. Ceci dit, il y a un argument fédéraliste de peur encore qui prétend que le Canada ne voudrait pas qu'on utilise le dollar canadien et qu'on serait peut-être en situation trouble. Alors que le Canada serait le premier pays au monde à souhaiter qu'on conserve le dollar canadien. Parce que vous savez que les dollars, sur les marchés des devises, ça s'échange aussi bien que des bananes ou des oranges, mieux encore. Il y a des milliards qui sont échangés chaque mois, chaque jour pratiquement, en devises sur les marchés. Donc, c'est très facile de vendre ou acheter des devises. Si le Canada nous forçait à abandonner le dollar canadien, il faudrait qu'on vende nos dollars canadiens. C'est-à-dire que le Canada perdrait plus de 20% de sa masse monétaire en vente sur les marchés internationaux, ce qui ferait des variations de marché absolument intenables pour un pays comme le Canada. Donc le Canada serait le premier à souhaiter qu'on conserve le dollar canadien pour la stabilité de sa devise. Et logiquement, ce serait dans le court terme l'option la plus valable parce que notre économie est structurée autour du dollar canadien. Tous les échanges sont libellés pour la plupart en dollars canadiens, en tout cas dans les médias ici. Donc logiquement, ce serait la chose à faire à court terme. Par la suite, on pourrait étudier la possibilité d'avoir soit comme devise l'euro, le dollar américain, le yen si on veut, parce que c'est complètement libre. Aucun pays ne peut empêcher l'utilisation de sa devise. Évidemment, le yen, ce serait un peu farfelu. Mais bref, on pourrait aussi décider d'avoir notre banque centrale, mais c'est pas une obligation. On pourrait utiliser une autre devise. Le côté négatif de ça, c'est qu'on serait lié par la politique monétaire de notre gouvernement, comme on l'est déjà. Donc, on ne perdrait rien là-dessus, mais on ne gagnerait rien.
Et le côté positif d'avoir une banque centrale, c'est qu'on contrôlerait évidemment nos taux d'intérêt. Sauf que dans le monde actuel où la spéculation est très, très, très forte, les nouvelles devises ont tendance à être testées un peu. Il y a des devises asiatiques qui sont effondrées. Le système monétaire européen s'est effondré il y a quelques années aussi parce que les spéculateurs l'avaient attaqué. Donc, si on ne voulait pas se donner un petit obstacle de plus, dans le court terme, ce serait logique d'avoir le dollar canadien comme devise. Et comme je le disais, le Canada serait ravi qu'on décide de conserver cette devise. Sur la continuité de ma question, là, comme tout le monde le sait, on est dans une situation de crise. Donc, par conséquent, comment est-ce que le Québec va faire si dans un avenir proche, on va dire qu'il y a une souveraineté encore après la crise? Est-ce qu'on va se contenter de dire que c'est un problème complètement à côté, puis on ne va pas le traiter, on ne va pas chercher un moyen de se protéger de la crise, et donc des taux d'inflation qui pourraient arriver? Ou est-ce qu'on va essayer de mettre en place un certain plan, de nouvelles institutions? Parce que si c'est pour rester dans les mêmes formes d'institutions que le Canada, je ne vois pas trop c'est quoi la différence entre passer d'un État souverain à une province, puisque justement on garde le même fonctionnement. Mais on revient en fait à la liberté de choisir. Vous mentionnez peut-être se faire de nouvelles institutions et décider de nos solutions pour la crise. Actuellement, on ne peut pas. Les solutions nous sont imposées. Et ceux qui pensent qu'on peut améliorer le fédéralisme, c'est complètement futile de tenter d'améliorer les aptitudes de notre peuple à bien nous gérer. À un moment donné, il va falloir que ça arrête, cette folie-là, puis qu'on se lève debout et qu'on gère nous-mêmes. Réformer les capacités des Canadiens à bien gérer le Québec, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas là-dedans. Encore une fois, c'est pas parce qu'ils sont méchants, mais ils ne pensent pas comme nous, ils ont des objectifs différents. Ce seraient les meilleurs voisins du monde, mais il ne faudrait pas qu'ils décident pour nous chez nous. Donc, ça revient encore une fois au fait que si le Québec est souverain, il va pouvoir décider de créer les institutions qu'il veut quand il voudra. Et chose certaine, qu'on soit en période de prospérité ou en période de crise, un pays souverain est beaucoup plus flexible et beaucoup plus libre de décider de ses solutions lui-même. Et il y a tout à gagner. Ça ne fait pas être négatif d'avoir plus de choix dans une situation économique donnée. Ça ne peut qu'être positif. Et donc, le fait qu'on se fasse imposer nos solutions à ce moment, ça ne fonctionne pas pour le Québec parce que les intérêts qui dictent ces positions-là ne sont pas les nôtres, sont ceux du Canada anglais. Oui. Il y avait une question là-bas, oui. Emparez-vous de lui. Pour les traités à venir, si on était souverain, au moins on choisirait de toute une position là-dessus. Donc si on voulait qu'il y ait un peu moins de libéralisation à tout craint, on pourrait contrôler au moins notre signature là-dessus. Pour les traités existants, vous mentionniez l'ALENA, j'ai consulté plusieurs constitutionnalistes et experts en droit international qui disent qu'il y a la présomption de succession qui s'applique en général dans la plupart des cas. Donc, les accords qui s'appliquent au Québec en tant que province du Canada, quand ils ont été signés, s'appliqueraient au Québec en tant que nation par défaut. Ça, c'est la généralité, parce qu'il n'y a rien de si précis en droit international là-dessus, mais c'est la généralité. Donc, les accords comme l'ALENA et les accords de commerce que le Canada a déjà signés, on serait encore dans ces accords-là. François Legault est ici. Il y avait un peu d'obscurité. Pour les accords existants, le Québec, avec la présomption de succession, serait lié par les mêmes obligations et les mêmes droits, mais la beauté de la chose, c'est que pour tous les accords à venir, si on veut s'opposer, par exemple, en ce moment, l'accord de libre-échange Canada-Europe, il y a plein de secteurs économiques là-dedans qu'on ne voudrait pas laisser. On ne veut pas laisser nécessairement Hydro-Québec, la gestion de l'eau, le domaine culturel aux compagnies européennes qui pourraient venir nous envahir là-dedans et faire ce que bon leur semble. Mais actuellement, on ne peut pas négocier ça en notre nom. C'est le Canada qui va nous imposer cet accord-là. Et Dieu sait que le Canada a comme objectif là-dedans d'exporter son pétrole sale que l'Europe ne veut pas. Donc, il va être prêt à donner autre chose en retour pour que l'Europe veuille acheter son pétrole sale.
Et si c'est un petit bijou québécois que les Européens veulent, ben, le Canada n'aura pas tellement de scrupules à leur donner s'ils peuvent faire plaisir à l'Alberta. Et encore une fois, pas parce qu'ils sont méchants et qu'ils sont dans l'empire du mal, c'est simplement qu'ils sont des membres d'un gouvernement qui veulent être réélus et ils vont écouter leur majorité. Ça s'appelle la démocratie. Tant qu'on est dans un pays où on est très minoritaire et de plus en plus minoritaire, le gouvernement central va écouter sa majorité anglo-saxonne et des choses comme ça vont se reproduire et c'est tout à fait normal. Donc c'est à nous de l'assumer et de faire notre propre pays. Oui? Bonjour, moi je m'appelle Xavier, j'étudie dans l'école québécoise ici à l'Université de Montréal. Ma question est celle-ci. En fait, ici, bon, aujourd'hui, je pense qu'on est pas mal. Bon, je ne m'avancerai pas là-dessus, mais on partage un peu pas mal la même idée sur la souveraineté. En fait, moi, la question est simple. Comment qu'on fait pour transmettre le message que vous nous avez transmis aujourd'hui, pour véhiculer les arguments économiques que vous nous avez transmis aujourd'hui? Comment ça se fait qu'encore aujourd'hui, on est encore poussé, en fait, on pourrait quasiment même réélire un gouvernement libéral après tout ça s'est passé par les mandats de M. Charest. C'est ça, comment qu'on fait pour unir, que ce soit les Québécois, même juste les souverainistes, quand je pense à M. Rebello qui est parti à la CAQ, comment qu'on fait pour s'unir? L'amour. C'est clair que s'il y a 3 partis souverainistes actuellement au Québec, il faut se parler. D'ailleurs, dans les statuts d'option nationale, il y a une clause qui dit que tout parti qui a un message jugé suffisamment similaire, il faut collaborer, voire fusionner. Parce qu'à un même message, il faut qu'il y ait un seul véhicule. Le problème, c'est qu'actuellement, le message n'est pas le même dans ces 3 partis souverainistes-là. Québec solidaire, que je respecte beaucoup, est un parti qui a à son... comme raison d'être la cause sociale et le collectif, beaucoup plus que la souveraineté, selon moi. D'ailleurs, au congrès de fondation, il y a eu des discussions à savoir si ce serait fédéraliste ou souverainiste. Donc, c'est pas une certitude d'office pour tout le monde chez Québec solidaire. Au PQ, je l'ai dit tout à l'heure, j'ai aucun doute que tous mes collègues au PQ de la députation sont aussi souverainistes que moi. Là. La distinction pressée, pas pressée, je ne la fais pas. Quand on est souverainiste, on l'est, on veut le faire maintenant. Mais la direction, le message qu'elle envoie, c'est cette espèce de moment opportun. Là. C'est comme s'ils manquaient de confiance en eux d'être élus en parlant de souveraineté et donc ils ne veulent pas trop en parler pour aller chercher des gens qui ne sont pas souverainistes. C'est pas ça la politique pour moi. La politique pour moi, tu te lances avec tes idées. Si les gens n'en veulent pas, tu n'es pas élu et tu fais autre chose. Sauf qu'il y a bien des gens qui tiennent à leur poste de député. Il y a bien des gens qui tiennent à essayer ça, avoir une limousine avec un chauffeur. Il y a bien des gens qui veulent impressionner papa qui a déjà été ministre puis je veux l'être moi aussi. Fait qu'à un moment donné, là, ça fait des députés. Ça fait des députés qui ont comme principal réflexe décisionnel qu'est-ce qui va être bon pour ma réélection plutôt que qu'est-ce qui va être bon pour la souveraineté. Et ça mène peut-être à ce qu'on a au Parti québécois en ce moment. Là, je parle de certains collègues parce qu'il y en a beaucoup que j'adore là-dedans qui sont une relève fantastique. Je ne les nommerai pas parce que j'ai peur d'en oublier. Je pense que c'est assez connu, les gens avec qui je m'entends bien au PQ. Mais il y a une relève fantastique au Parti québécois, mais le message que le véhicule laisse dans la population en disant on le fera peut-être si c'est opportun, ça incite personne à y aller de façon emballée. Donc la première chose à faire pour rassembler tous les souverainistes, c'est de parler de souveraineté. Et d'en parler clairement et franchement. Je pense que la population a soif de sincérité en ce moment, soif de courage aussi. Donc ceux qui pensent qu'ils vont avoir une marche plus élevée à monter parce qu'ils parlent de souveraineté, bien faites-le pareil. Parce que vous êtes là pour ça. Il y a eu récemment des changements d'allégeance. J'en ai été un. Je me suis retiré d'un caucus pour fonder Option nationale. Il y a eu différents types de changements d'allégeance par contre. Parce que s'il y en a ici qui pensent que j'ai fait ça pour augmenter mes chances de réélection, je vous invite à révisiter votre grille d'analyse politique parce que c'est un défi immense pour un parti politique d'être réélu dès le premier tour. Vous savez que René Lévesque, quand il a fondé le PQ en 68, lui-même n'a pas été élu en 70 et en 73. Ça a pris 3 élections pour lui-même être élu dans son comté comme chef du PQ. Et on s'entend que je ne suis pas René Lévesque et qu'il n'y en aura plus des René Lévesque qui c'était non seulement une personnalité très très connue au Québec, mais en plus il y avait un sens du verbe et du mot qu'on ne trouvera pas, je pense. C'était phénoménal. Toutes ces phrases étaient belles. Toutes ces phrases ont fini entre guillemets dans un livre de citations. Je sais pas comment il faisait ça. Mais bref, il faut parler de souveraineté pour rassembler les souverainistes. Il faut le faire avec courage et conviction, c'est tout. Ceux qui le font par carriérisme, qui en parlent quand c'est payant, et qui veulent peut-être moins en parler quand c'est moins payant, mais je pense que ces gens-là n'ont rien à faire en politique. Moi, c'est aussi simple que ça. Bravo! Vous avez parlé contre la direction du Parti québécois. J'étais au dernier Conseil national, puis j'avais le droit de vote, puis j'ai appuyé Mme Marois parce que j'avais pas d'alternative sur la table. Autrement dit,
j'ai eu l'impression que c'était elle ou rien. Parce que si je me tournais, je voyais personne. Donc, moi, c'est pas que j'en ai contre vous, mais je comprends pas pourquoi vous êtes sortis après le Conseil national, pourquoi vous êtes opposé à la direction du PQ après le Conseil, alors que la porte, à mon sens, était déjà fermée, dans le sens qu'on avait appuyé pour une Marois à 93%. Là, je vais vous conter des petites anecdotes. Tout ce que j'ai dit en partant le 7 juin l'an passé, tout ce que j'ai dit là, je l'avais déjà dit à Mme Marois et au caucus, j'avais fait des interventions, et il y a des choses que j'avais essayé de faire avant le Congrès, mais comme tu disais, la porte était fermée. Et moi-même, j'ai voté oui à Mme Marois au Congrès, parce que tant que j'étais dans le véhicule, je n'avais pas l'intention de faire l'hypocrite et de voter non et de faire un sourire à Mme Marois quand elle passait. Là. Donc, tant que j'ai été au PQ, je l'ai appuyé comme chef, y compris au vote de confiance. Cependant, avec le temps, à chaque fois qu'on a des occasions de parler de souveraineté et que quelqu'un nous dit que c'est peut-être pas le moment d'en parler, donc on va faire autre chose, on va parler d'une malheureuse dame qui est morte à l'urgence pour accuser le ministre Bolduc personnellement de la chose. À un moment donné, je trouve que ça perd un peu l'essence de conviction souverainiste. Dieu est l'âme de cette malheureuse dame, dont j'oublie le nom, mais il y a eu des événements comme ça dans la période de questions où on se demandait vraiment si on était sur la même planète que le PQ. Et je vous dis encore, je répète, j'admire beaucoup mes collègues au PQ, la plupart d'entre eux, je les aime beaucoup, sont des souverainistes convaincus, mais le message officiel du PQ doit changer et doit redevenir ce qu'il était, c'est-à-dire, vous nous élisez, on fait la souveraineté. C'est la seule façon de faire de la politique honnête et claire et d'embarquer les gens dans le projet. Et pour revenir à ce que tu disais, pourquoi j'ai fait ça après le Congrès, c'est qu'avec le temps, il y a des choses qui s'accumulaient. J'en ai fait part, en fait, le 7 juin, tous les arguments que j'ai dit, c'était essentiellement ça. Et le projet de l'amphithéâtre était un élément de plus, mais je n'ai pas quitté le PQ à cause de l'amphithéâtre, mais c'était une illustration de plus de ce qu'un parti qui est devenu électoraliste est prêt à faire pour gagner le pouvoir. Et René Lévesque lui-même disait qu'un parti politique, quel qu'il soit, incluant le sien, devrait durer guère plus qu'une génération, parce qu'il va acquérir automatiquement des réflexes calculateurs de vieille politique. Et je pense que malheureusement, tous les partis glissent là-dedans, y compris le PQ. Ça ne veut pas dire que c'est impossible de corriger le tir, mais dernièrement, le PQ n'a pas fait preuve d'une grande originalité dans ses pratiques politiques, je dirais. Donc, c'est un peu la chronologie des choses qui a fait que je suis parti après, mais bien avant le Congrès, j'avais eu des discussions avec Mme Marois, avec des collègues au caucus aussi, à savoir qu'il fallait recentrer le message sur la souveraineté. À un moment donné, quand on voit que ça ne passera pas, on a deux choix. Soit on magouille de l'intérieur hypocritement pour tasser le chef, ou soit on s'en va, puis j'ai choisi la deuxième option. Oui? Et pourtant, moi aussi, j'étais au Conseil national. Je me rappelle distinctement qu'il y avait eu une certaine fronde par rapport à l'article 1, comme on l'appelle, notamment mené par la députée Lisette Lapointe, qui a également claqué la porte du PQ. Donc, dans ce sens, je me demande, et vous vous rappelez comme moi certainement, que le vote avait quand même été très serré sur l'article 1. Il y avait beaucoup de dissensions, il y avait beaucoup de discussions. Je me demande pourquoi ça n'a pas... Il n'y a pas eu plus de contestation rendu là, et je me demande si aujourd'hui, vous êtes conscient qu'en entrée nationale, c'est tout à fait louable vis-à-vis vos convictions. Ça risque de diviser le vote souverainiste à un point où, après la prochaine élection générale, l'option va être tout simplement morte. Bien, justement, c'est une des craintes qui a mené à la fondation d'Option nationale qu'il n'y ait plus de députés souverainistes à l'Assemblée. Je vais dire deux choses là-dessus. Premièrement, je pense que le risque qu'un parti souverainiste prenne le pouvoir et ne fasse rien pour la souveraineté est plus élevé pour la cause que d'attendre un tour qu'un vrai parti souverainiste prenne le pouvoir. Ça, c'est une chose. Parce que je pense que si le PQ revenait au pouvoir sans faire de souveraineté et se contentait de gérer la province, comme on dit, ce serait dans la tête des gens, dans l'esprit des gens, le clou final, parce que même un gouvernement souverainiste se contenterait de gérer les choses au quotidien et ne perdrait même plus de souveraineté. Donc je pense qu'il faut absolument que le prochain gouvernement souverainiste élu soit là pour faire la souveraineté. Et deuxièmement, la division du vote. Je pense qu'on ne divise pas le vote souverainiste, on est le vote souverainiste. Parce que le vote péquiste en ce moment, c'est un vote peut-être-iste, un vote du moment opportun. Quand on vote pour le PQ, on ne sait pas que dans le premier mandat, il va se faire des choses pour la souveraineté et clairement faire avancer le projet. On sait que peut-être si le moment est opportun, ils vont le faire. Et c'est pour ça que dans nos statuts, on dit clairement, parce que notre but, c'est de faire la souveraineté du Québec, donc on ne fait pas ça comme petit projet personnel pour s'amuser et être devant les caméras, on fait ça pour que la souveraineté avance. Donc, on a mis dans nos statuts que si un parti, quel qu'il soit, finalement que le PQ a plus de chances d'être celui-là, qui redevient très souverainiste et dit la même chose aux électeurs, vous votez pour nous, on veut la souveraineté, on va collaborer, voire fusionner avec ce parti-là. Ça a été clair depuis le début. Et il appartient juste au Parti québécois. Si eux pensent qu'on divise le vote, ben, je les invite à écouter nos arguments parce qu'ils sont pas fous.
nos arguments. Donc, je pense que si le Parti québécois redevient le parti souverainiste qui est censé être, il va y avoir un seul parti souverainiste au Québec. Et si même Québec solidaire veut joindre à la chose, tant mieux. Mais pour l'instant, le vote souverainiste était déjà divisé avant que l'option nationale naisse, justement par manque de message clair d'un parti souverainiste. Parce que s'il y avait des élections demain et que l'option nationale n'existait pas, il y a des souverainistes qui voteraient PQ, évidemment. Il y en a qui iraient chez QS, il y en a qui voteraient pour Legault, il y en a qui auraient voté pour l'ADQ dans le coin de Québec quand ça existait encore. Donc les souverainistes sont un peu partout parce qu'il n'y a pas de véhicule clair. Donc il faut qu'il y en ait un pour refédérer ce vote souverainiste-là, mais pour l'instant, c'est pas l'option nationale qui cause la division du vote souverainiste, c'est le manque d'un message clair de la part des autres partis, puis nous, on veut l'amener, ce message-là. Oui. Vous parlez beaucoup de manque de sentiment d'urgence chez le PQ, de l'urgence de faire la souveraineté que vous feriez si vous étiez élu. Est-ce que vous pensez que la population est prête? Est-ce qu'il y a un troisième référendum auquel le non remporterait? Ce ne serait pas, dans le fond, la fin de ce mouvement-là? Chose certaine, si on veut que la population soit prête, il faut la préparer. Et donc, quand on dit « parlons pas trop de souveraineté pour ratisser plus large dans l'électorat », c'est rien pour faire augmenter le taux d'appui à la souveraineté. Le dernier sondage met la souveraineté plus élevée qu'elle l'était juste avant le référendum de 1995, qui a atteint presque 50%. Donc, si un parti politique avec tous les moyens du PQ, la mention nationale, on fait ce qu'on peut, mais on a une grosse députation de 1, on a des moyens de carte de membre à 10$ comme financement, donc on est vraiment un parti à la base qui démarre. Donc, on n'a pas les moyens assez puissants du PQ de faire ça, mais si le PQ remettait la même machine et les mêmes efforts à faire la promotion de la souveraineté qu'on a vu à l'approche du référendum de 1995, ça pourrait donner de très belles choses, mais encore faut-il avoir confiance qu'on va convaincre les gens plutôt que de se dire « je n'en parlerai pas trop pour avoir plus de chances d'être élu ». Donc il faut que les gens au PQ, tous, y compris les directions bien sûr, se remettent à en parler avec conviction et qu'ils soient convaincus eux-mêmes qu'ils vont convaincre les gens que c'est la bonne chose à faire. Et si par malheur les gens choisissent autre chose, mais c'est ça la démocratie. Vaut mieux être honnête de dire ce qu'on veut faire plutôt que d'essayer de changer le message pour être élu. Ça n'inspire pas le monde, et même si ça paraît peut-être pas au premier degré à l'écran, les citoyens qui regardent un politicien opportuniste changer son message, ça ne leur donne pas envie d'aller voter la fois d'après. Et les problèmes actuels, le désabusement actuel, il est dû à ce genre de politiciens qui regardent plus la carrière que la conviction. Et il faut s'informer et voter pour ceux qui ont des convictions, sinon on va toujours rester dans ce marasme un peu plate en ce moment au Québec politiquement. Il faut changer la classe politique. Et j'ai toujours dit, malgré le plus grand respect que j'ai pour ceux qui ont fait ça toute leur vie de la politique, parce que je peux vous dire que c'est un boulot assez épuisant qui fait tousser même parfois. Mais ceux qui sont là depuis 30, 35, 20, 25 ans, même 15 ans, c'est pas eux qui vont être les premiers à vouloir changer un système qui les a fait bien vivre pendant 15, 20, 30 ans. La bougie d'allumage va venir des nouveaux élus, des gens qui sont là depuis peu, des gens qui ne sont pas encore impliqués, qui vont s'impliquer. Les nouveaux réflexes vont venir de nouveaux élus, parce que ceux qui sont là depuis 20, 30 ans, ils connaissent bien le système actuel les a bien servis, et ils ne vont pas être ceux qui vont changer ça. Donc, il faut vraiment renouveler la classe politique. Donc, j'imagine qu'il y en a ici, vous êtes intéressés à la souveraineté, en tout cas, il y en a sûrement qui sont intéressés peut-être un jour à s'impliquer. Je vous invite vraiment à le faire. Oui. Ben, on aurait demandé à l'électoral de le faire si on était élu en majorité, disons. Ben, le processus, c'est que dans la plateforme électorale, on demande clairement à la population du Québec le mandat électoral de faire en sorte que tous les impôts et toutes les taxes payées au Québec soient perçues par le Québec. Vous savez qu'on le fait déjà dans le cas des taxes à la consommation. C'est déjà le Québec qui perçoit la TPS fédérale et qui lui renvoie selon les montants appropriés. Donc, on voudrait faire ça pour tous les impôts, toutes les contributions. C'est le gouvernement du Québec qui collecterait l'argent payé par les Québécois. Ça, c'est le L. Pardon, le I. Dans le cas du L, les lois, c'est, comme je l'ai dit tantôt, tout le code criminel nous est imposé par un pays anglo-saxon qui ne pense pas du tout comme nous. Donc, on aurait le mandat électoral de faire en sorte que toutes les lois qui s'appliquent au Québec et qui régissent les Québécois soient votées par le Parlement des Québécois. Le Parlement national des Québécois, il y en a un seul, c'est l'Assemblée nationale. Et pour les traités, on aurait aussi le mandat électoral de faire en sorte qu'il n'y ait plus un traité qui lie le Québec qui ne soit pas approuvé par le Québec. Ce serait une forme de veto en attendant d'être complètement souverain, ou je ne sais pas la forme que ça prendrait exactement. Mais tout ça se fait rapidement par mandat électoral. Et s'il n'y a pas de bonne foi de l'autre côté du Canada de négocier, mais savez-vous ce que ce serait une illustration de plus que ce que les Québécois viennent tout juste de choisir à travers une élection, démocratiquement. Le Canada n'en a rien à cirer. Donc ce serait une illustration de plus que les Québécois choisissent quelque chose légitimement et démocratiquement, et qu'un autre gouvernement qui n'est pas québécois leur dit « Non, vous n'avez pas le droit, c'est pas comme ça que ça va se passer ». Et je pense que ça pourrait créer des belles choses.
Ça pourrait en inciter quelques-uns de plus à se dire il est peut-être temps qu'on décide de tout chez nous, comme tous les pays du monde. Vous savez que la tendance dans le monde, c'est un autre argument fédéraliste, je fais une parenthèse, la tendance dans le monde n'est pas à la réduction du nombre de pays, elle est à l'augmentation du nombre de pays. Ça s'est multiplié depuis les référendums même. Il y a des pays qui voient le jour régulièrement. Il y en a presque 200 maintenant dans le monde et il n'y en a jamais un dans l'histoire de l'humanité qui a regretté d'être devenu souverain et qui a voulu redevenir une province. C'est jamais arrivé. Et le Québec, on partirait d'un niveau de développement et de richesse beaucoup plus élevé que tous les pays qui l'ont fait avant nous. On ne serait certainement pas les premiers à vouloir redevenir sous tutelle d'un autre État. Donc, faisons-la. Oui. Monsieur, vous avez à votre programme, je trouve que c'est quand même assez intéressant que toutes les lois soient votées par l'Assemblée nationale. Mais vous savez, j'imagine comme moi, qu'avec l'ANB de 1867, qu'on n'a jamais voulu ne pas accepter, finalement, qu'on l'a aujourd'hui, il n'y a jamais eu une motion à l'Assemblée nationale qui dit on refuse que l'ANB de 1867 s'applique. C'est cette loi constitutionnelle-là qui fait le partage des compétences. Et donc, pour la modifier, il faudra avoir une loi, il faudra avoir une modification constitutionnelle. Mais comment voulez-vous atteindre ça? Premièrement, on l'a dit tantôt, la Constitution n'a jamais été acceptée par le Québec. Je sais que c'est un argument qui n'est peut-être pas légal, mais le Québec n'a jamais signé cette Constitution-là. Et deuxièmement, quand le peuple choisit quelque chose par une élection ou donne un mandat électoral à un parti de faire quelque chose, la Constitution devrait suivre et non l'inverse. Ce n'est pas une Constitution qui détermine le peuple, c'est le peuple qui détermine la Constitution. Donc, quand le peuple choisit quelque chose par élection et que quelqu'un nous dit la Constitution ne te permet pas de faire ça, ben c'est le peuple qui vient de choisir ça, donc la Constitution va passer en deuxième. Et elle sera modifiée selon le désir du peuple. Sinon, ça n'a pas de sens. C'est quelqu'un qui écrit un document il y a 200 ans, puis l'histoire est finie. Donc, la Constitution doit suivre le vœu du peuple et non l'inverse. Oui. Oui, moi je trouve que le climat médiatique au Québec est pourri. C'est peut-être une explication qui fait que c'est difficile de s'affirmer indépendantiste là, quand on est député élu ou quand on est chef de parti indépendantiste. Fait que c'est une des raisons, je pense, qui fait le doux. Et puis, il y a peu de gens qui savent. Bon, le Parti québécois veut faire, il me semble que dans son programme, il veut faire de Télé-Québec une chaîne d'information nationale. Il y a peu de gens qui savent ça, mais on n'a pas le droit d'avoir une chaîne nationale parce que la Cour suprême nous a refusé, au moins dans la Constitution, c'est pas notre prérogative. C'est essentiel, on n'arrivera jamais à rien faire si on n'a pas un média qui est de notre bord un peu, puis qui met une communication un peu directe entre les citoyens, puis les élus, puis les citoyens. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Les médias traditionnels ne sont pas de notre base, ça c'est sûr. Je pense pas qu'il y ait un complot, ils se réunissent chaque semaine pour dire comment on va casser le souverainisme cette semaine. Mais vraiment, les médias traditionnels sont pas favorables à la souveraineté. Et ça, c'est un gros obstacle. Mais on a la chance d'avoir de nouveaux médias, par contre. Tout ce qui est site web, blog, courriel, etc., c'est pas contrôlé par les grands conglomérats et il faut en faire usage. D'ailleurs, l'Option nationale, essentiellement, en 2 mois, on a atteint 1000 membres, essentiellement par des réseaux sociaux comme ça, dans du bouche à oreille. Mais chose certaine, c'est vrai que si on avait un grand média écrit ou un grand média télé qui était clairement souverainiste, les armes sont un peu plus égales. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a eu des difficultés financières à la presse il n'y a pas si longtemps. Et moi, j'avais le petit projet de rassembler des gens qui avaient des moyens pour racheter la presse et d'en faire une entité souverainiste. Ça n'a pas marché, on n'a pas eu le temps parce qu'ils ont refait leurs finances à temps finalement et M. Desmarais a gardé son projet. Mais si on avait un grand média de masse favorable à la souveraineté, de la même façon que la plupart des médias actuellement sont favorables au statu quo, au fédéralisme, c'est sûr qu'on travaillait à armes plus égales. Et d'ailleurs, c'est ce qui me fait dire que les 2 fois où le Parti québécois a pris le pouvoir, en 1976 et en 1994, ça tenait du miracle. C'était vraiment une volonté populaire qui était enthousiaste devant un projet, parce que les médias n'ont jamais aidé les souverainistes à gagner le pouvoir. Donc, quand, malgré ça, les élections mettent les souverainistes au pouvoir, c'est vraiment qu'il y a quelque chose au sein de la population, une vague de fond d'enthousiasme, et il faut revenir à ça. Et la seule façon, c'est d'avoir un message clair, encore une fois, et d'expliquer clairement pourquoi il faut être un pays, puis les gens vont embarquer, j'en suis convaincu. Oui. Oui, les souverainistes ont cité le marché commun européen comme exemple de souveraineté politique, mais d'interconnexion pour le commerce et au niveau monétaire aussi. Mais avec la crise européenne, où on voit qu'il est de plus en plus nécessaire d'avoir une intégration politique, est-ce que ça reste un modèle pour le souverainisme? Le modèle, l'Europe est effectivement un bon modèle parce que, en fait, ça défait un des arguments des fédéralistes qui disent que nous, on veut se séparer alors que tout le monde veut s'unir. En Europe, c'est pas des pays qui ont abandonné toute leur souveraineté. Ils sont encore tous membres de l'ONU, ils négocient leur propre nom à l'OMC, etc. Mais ils ont fait une zone économique commune.
La crise de l'euro, en fait, la crise de l'euro est un bon exemple. Parmi les pays de l'Union européenne, ils sont 27. Il y en a juste 17 qui ont décidé d'utiliser l'euro parce qu'ils étaient souverains et qu'ils ont eu le choix de faire ce qu'ils voulaient. Donc, c'est un exemple de pays souverains qui s'unissent économiquement, mais qui conservent une certaine liberté. Et le jour où un pays voudra se retirer d'un accord ou l'autre, il pourra le faire et il n'aura pas à demander la permission à son grand frère d'à côté. Je dis grand, c'est pas parce qu'ils sont plus grands que nous. J'aime bien la citation « Ils ne sont grands parce que nous sommes à genoux ». Mais le jour où un pays d'Europe n'est pas satisfait de quelque chose dans quelque domaine que ce soit, il y a la souveraineté et la liberté de s'en retirer. Alors qu'au Québec, on est une province et on se fait imposer des choses et on n'a rien à dire tant qu'on est une province. Donc l'exemple européen est un excellent exemple de pays souverains qui se sont unis économiquement. Et en fait, le Québec fait du commerce avec les États-Unis à peu près à la même hauteur que les pays européens. Donc notre intégration à nous, économique, avec les États-Unis est presque au même niveau que celle des pays européens. Donc on est déjà un peu comme ça, comme province. Là. On fait du commerce avec un pays qui n'est pas le nôtre. Comme pays, on fait exactement la même chose parce qu'on est extrêmement ouvert économiquement au Québec. On est de loin l'économie la plus ouverte en Amérique. On exporte à peu près la moitié de tout ce qu'on produit au Québec. Aux États-Unis, par comparaison, c'est entre 10 et 15 de la production qu'ils exportent. Donc, on est plus ouvert que les Américains comme économie et plus ouvert que le Canada qui exporte peut-être 35 de ce qu'il produit. Donc, on est déjà un pays ouvert sur le monde. Il faut le formaliser, par contre, surtout par le biais des accords économiques qui vont être signés en notre nom, par nous-mêmes cette fois-ci, si on est souverain. Oui? Pourriez-vous parler du partage de la dette au jour 1 en quoi est-ce qu'on est assuré de pas se faire manger? Est-ce qu'il y a un organe arbitre à l'international ou pas? Il y a du tour international, mais je pense que, comme je le disais tout à l'heure, le Canada, moi, je suis l'optimiste aussi, il faut dire, je vous mets en garde, mais je pense que le Canada négocierait de bonne foi. Quand on attendait Jean Chrétien en 1995 dire qu'il ne sait pas si les tanks ne rouleraient pas sur le Québec s'il y avait un oui, ça c'était la plus grande stupidité qu'il avait dite dans sa carrière ce jour-là, parce que plusieurs montées. Mais bref, je pense que le Canada, étant un pays avancé, développé industriellement, qui vise aussi une certaine stabilité, aurait tout avantage à négocier avec un de ses principaux partenaires. Vous savez que le Québec achète chaque année pour plus de 20 milliards de biens et services juste en Ontario. Et l'Ontario est le bassin électoral principal du Canada. Et donc, si jamais on devient, quand on deviendra souverain, et si jamais le Canada voulait faire la sourde oreille et bouder le Québec, je peux vous dire que les intérêts économiques de l'Ontario se feraient rapidement entendre pour dire que les 20 milliards de produits qui s'écoulent chez nous, ils veulent continuer à les écouler. Et donc, le Canada dépend autant de nous économiquement, pour les échanges, j'entends, que nous, on peut dépendre d'eux pour toute négociation qui suivrait. Donc, moi, je suis convaincu que les deux parties négocieraient de bonne foi, sauf que il n'y a rien qui pourrait plus nous aider qu'un bon score dans le oui. Pas 50,3, ce serait, moi je le reconnais 50,3, mais un bon 55, 60, 65 pour le oui, ce serait sans équivoque, et là, ce serait les meilleures bases pour négocier. Ce que je comprends, c'est uniquement basé sur la bonne foi. En démocratie, il y a souvent ça parce qu'il n'y a pas de tribunal qui va venir obliger le Canada à nous donner telle part de la dette ou nous donner tel actif qui est à Vancouver et qu'on a payé en partie. Donc, moi, ce que je pense de tout ça, c'est que le Canada a tout intérêt à négocier d'aussi bonne foi que nous, parce qu'économiquement, on peut lui faire aussi mal que lui dans son entêtement de ne pas vouloir négocier avec nous. Et quant à ceux qui disent que dans les négociations, on n'aurait pas le gros bout du bâton, moi, je suis convaincu de l'inverse. On aurait le mandat populaire de faire ce qu'on fait, et en plus, il y a un beau petit cours d'eau chez nous qui s'appelle le fleuve Saint-Laurent, qui est quand même une des artères pour aller vers le poumon économique et les Grands Lacs, et si chez nous, ça, ce serait chez nous. Et je pense que le Canada aurait tout avantage à ce qu'on soit en excellent terme pour sa continuité économique. Et de toute façon, le Canada, c'est quand même un bon pays pacifique. On n'a pas affaire à la Corée du Nord. Donc, les Canadiens ne sont pas des méchants anglo-saxons. C'est simplement un autre peuple que nous, des bons voisins. Donc, je pense qu'eux aussi, de toute bonne foi, voudraient négocier avec nous pour avoir un bon voisinage. Moi, je vois le Canada comme un pays positif. C'est juste que ce n'est pas notre pays. Si, par exemple, je m'excuse, j'arrête après, mais s'ils décidaient que les plaines d'Abraham, par exemple, valent 600 millions, puis qu'on dit non, puis qu'ils décident de dire, ben, fine, moi, je garde les plaines, puis en même temps, ça va faire un bel accès aux fleuves, puis jusqu'où est-ce que. Parce que, par exemple, on n'a jamais parlé en 95, c'est toujours ça l'argument où c'est une règle, puis les risques vont me donner pour y aller répondre. La dette?
Non, Et peine Abraham? Comment on va le négocier? Ben, la commission Bélanger-Campo avait établi quelques bases là-dessus, et d'ailleurs, l'étude de François Legault de 1995 reprenait cette méthodologie-là. Il y avait aussi des études en 2002 qui ont été mises à jour sur cette méthodologie-là, et ça identifiait les actifs hors Québec que le Québec a payés. Donc, il y a quand même un moyen sensé de mettre des économistes à une table et de négocier ça. Ce que je vous disais tantôt, c'est que quand on nous dit qu'on va devoir prendre une partie de notre dette, qu'on paye déjà par nos impôts qu'on envoie à Ottawa, donc c'est pas une nouvelle dette, mais on l'assumerait maintenant et on garderait l'argent pour la payer, on va aussi avoir droit à une partie des actifs. Donc, les fédéralistes, évidemment, ils terminent la phrase à la dette. Ils disent, vous allez avoir une partie de la dette. Ils me regardent ailleurs. Mais il faut continuer la phrase et dire, on a aussi droit à une partie de nos actifs qui sont à Vancouver, à Calgary et à Fredericton. Donc, c'est une négociation qui aurait lieu. Et comme je vous dis, on ne peut que penser que le Canada serait de bonne foi. Puis de toute façon, on n'est pas pour se dire, ils ne voudront pas, on ne le fera pas. C'est pas ça, vouloir sa liberté. Là. On veut un pays, on veut décider chez nous de ce qu'on va faire chez nous. Il faut foncer puis le faire, puis on va négocier de bonne foi avec les voisins. Et s'il y en a qui se demandent, je ne sais pas s'il nous reste beaucoup de temps, mais je conclurai peut-être là-dessus. S'il y en a qui se demandent si ça va vraiment être payant, la souveraineté, est-ce qu'on va faire 50$ de plus par année ou ça va nous coûter 50$ de plus par année? C'est pas ça la question. La souveraineté, on l'a fait pour décider de ce qu'on veut devenir, c'est clair, mais heureusement, en plus, le Québec serait plus prospère économiquement si on la faisait. Mais même si ce n'était pas le cas, j'aime beaucoup une phrase de Tocqueville qui disait que celui qui recherche en la liberté autre chose qu'elle-même est fait pour servir. Donc, on ne fait pas la souveraineté pour payer 50$ de moins d'impôts ou avoir 20$ de plus par mois. Je peux vous garantir que ça serait pas mal plus que ça, les avantages économiques, mais c'est pas ça la raison fondamentale, sauf que je pense qu'il faut aller chercher les pragmatiques qui se posent des questions monétaires et financières. Ça va être le seul moyen de convaincre une large majorité de notre population de voter oui, parce que l'aspect culturel et identitaire, je pense qu'on l'a bien expliqué, mais ça nous a mené à 49,4 la dernière fois, puis il faut aller chercher les pragmatiques, qui pensent peut-être autrement que les gens qui sont plus émotifs. Ce que j'appelle les homo economicus par rapport aux romantiques dans la cause souverainiste. Il y a vraiment deux clans très clairs quand on parle aux gens. Il y en a qui c'est pour l'histoire, l'identité, etc. Et il y en a d'autres qui se demandent vraiment on va être plus riche. Mais il faut parler à tout ce monde-là, qu'on soit d'accord avec un des clans ou non, il faut parler à tout ce monde-là parce que c'est la population du Québec. Donc, peut-être une dernière question? Oui? J'aime beaucoup votre partie, je suis votre plateforme, mais je me demandais, est-ce que vous pensez être en mesure, d'ici la prochaine élection, de monter une équipe crédible, pas juste avoir une bande de photos de trois bons candidats, pour être une véritable option à la prochaine élection? Non, je pensais à ça, je vais gérer le Québec tout seul, c'est moins compliqué. Oui, bien, en fait, tout ça va dépendre du moment choisi par M. Charest pour les élections. Vous savez que notre système est tellement mal fait que c'est le premier ministre qui décide lui-même de la date qui l'avantage pour ces élections. Donc, on attend de voir ce que M. Charest va décider, printemps, automne ou même 2013. Chose certaine, s'il nous laisse suffisamment de temps, on va avoir 125 candidats. Mais s'il fait ça dès la rentrée, on aura le nombre de candidats qu'on aura trouvé. Parce qu'on veut pas remplir 125 postes de candidats juste pour avoir 125 candidats. On veut bien faire les choses parce qu'on a vu en 2007, quand la DQ a été élue, remplir les postes juste pour les remplir, ça donne des drôles de surprises. Et je vous dirais même que le 2 mai dernier, avec le NPD, on va avoir des belles surprises aussi. Donc, mettre des candidats, juste pour avoir un candidat, je pense pas que ce soit une belle façon de pratiquer la démocratie. On va choisir nos candidats, puis on va avoir des gens de valeur et des gens crédibles comme candidats. Et comme je vous dis, le nombre qu'on aurait eu le temps de trouver dépendra de la date que M. Charest a décidé. Pour l'instant, est-ce que vous avez quand même quelques personnes qui seraient prêtes à se présenter pour vous? Oui, certainement. Il n'y a pas de... M. Parizeau m'a pas appelé pour dire qu'il se présentait pour nous, donc il n'y a pas de grand nom comme ça. Respect, M. Parizeau, d'ailleurs, c'est vraiment mon modèle politique. C'est l'homme, je pense, qui a été le plus droit dans sa carrière politique au Québec, qui a toujours dit aux Québécois exactement où il voulait aller. Puis lui, il ne calculait pas selon les sondages, il allait avec ses convictions. Et d'ailleurs, fait assez exceptionnel, il était premier ministre, son projet n'a pas marché en 1995 et il a démissionné. Il n'y a pas beaucoup de gens qui, une fois au pouvoir, le laisseraient comme ça par conviction. Donc moi, j'admire cet homme-là sans limite. Ah oui, c'est ça. Il y a des gens, en fait, on a reçu beaucoup d'emails d'un peu partout au Québec. Dans les premiers mois de mon retrait du caucus, c'est des rumeurs sur l'option nationale. J'en avais déjà 2000, j'ai pu compter depuis, mais il y a beaucoup de courriels de partout qui sont arrivés. Des gens qui nous disent qu'ils veulent monter un exécutif, qu'ils veulent potentiellement être candidats. Et ça, c'est un travail de fou à faire. Donc, monter tout ça avec une équipe qu'on est en train de bâtir. Mais pour l'instant, comme je vous disais, je suis très près des à pointe de Pierre Curzi. Ils n'ont pas dit qu'ils se présenteraient pour l'option nationale, mais j'ai encore un espoir qu'ils vont le faire.
c'est pas un scoop, c'est connu, on est très près. Donc j'ai encore l'espoir que s'il y avait une campagne qui se déclenchait bientôt, Lisette et Pierre voudraient travailler avec nous. Et par contre, on n'est pas non plus à la recherche de grandes vedettes politiques. Parce que comme je disais tantôt, si on veut renouveler la machine, il ne faut pas prendre des gens qui y sont depuis 30 ans, il faut prendre des gens qui ont une autre façon d'avoir et qui n'aiment pas ce qu'ils voient en ce moment. Il faut prendre des gens de l'extérieur qui vont venir changer la politique si on veut la changer. Parce que quand on dit que, par exemple, il faut avoir de l'expérience pour être en politique, oui, mais pas d'expérience politique. Il faut avoir de l'expérience en quelque chose pour contribuer à la chose politique. Mais quand on dit qu'il faut avoir été ministre pour être un bon député, c'est un non-sens total. Les gens qui doivent connaître l'appareil de l'État, ça s'appelle la fonction publique et les fonctionnaires, et ils sont permanents. Donc, eux savent comment les rouages fonctionnent. Pour un élu, tout ce que ça prend, c'est de la sincérité, de l'honnêteté, un peu d'imagination, puis de la volonté de travailler. C'est ça que ça prend. Ça prend pas 20 ans comme ministre. Et on en a passé des comme ça. On a beaucoup trop de gens qui regardent la carrière et qui se concentrent peut-être moins sur les convictions. Donc, nous, ce qu'on recherche comme candidats, c'est des gens qui vont être convaincus, qui vont vouloir convaincre les autres aussi. Et pas nécessairement des grandes vedettes déjà établies en politique parce qu'ils viennent avec leur travail dans ces vedettes-là. Merci beaucoup, Simon. Écoutez, on vous a fait un peu attendre, mais ça valait la peine. Donc, encore merci. Et je vous invite à venir demain. On reçoit Pierre Claudie et Denis Tourière qui viennent nous parler de cinéma, langue française et de souveraineté. Et jeudi, on reçoit Daniel Faillier, nouveau chef du Québec québécois. Donc, vous êtes cordialement invités. Merci beaucoup.